Salut, tu t'apprêtes à écouter le deuxième Fadcast, un podcast réalisé dans le cadre du FAD, le Forum d'avril sur les drogues. 3 semaines de vidéocapsules, de conférences et de podcasts à caractère informatif qui analysent la place de la drogue dans la société. Ce projet a été lancé par ACT, un groupe de l'association des étudiants en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève. Et ici, on se focalisera plus particulièrement sur la place de la drogue dans le milieu étudiant. N'hésite pas à aller checker nos autres projets. Bonne écoute. Nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Moello, infirmier de formation et militant de la réduction des risques depuis 15 ans, professionnel en milieu urbain depuis 10 ans, collaborateur salarié d'Action Nuit Blanche. Ce projet, mis en place en 2005 par les 9 institutions et associations du réseau socio-sanitaire Genevois, agit pour la réduction des risques liés aux drogues dans le milieu festif. Il est porté depuis 2017 par l'association Première Ligne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être venu. Pour commencer à introduire le sujet, on peut vous pourriez peut-être nous parler un peu de ce que vous faites au sein de l'association Action Nuit Blanche. Je m'appelle Stéphane Moello, je travaille au sein de l'Action Nuit Blanche, maintenant comme responsable opérationnel du drug checking. Auparavant, j'étais coordinateur des interventions en milieu festif. Je coordonnais la mise en place de stands de prévention et réduction des risques sur les festivals et dans les clubs dans le canton de Genève. Et alors, Action Nuit Blanche, ça a été créé via quelles autres institutions il y a eu ? Ça a été créé en 2005 par 8 institutions du domaine de la prévention et de l'action sociale du canton de Genève, dans lesquelles il y avait Première Ligne, la FASE, la FOGE. C'est le réseau socio-sanitaire genevois ? Oui, réseau socio-sanitaire genevois. Et depuis 2017, Nuit Blanche est un projet de Première Ligne exclusivement. Et quelles ont été les motivations en fait, dans la création d'Action Nuit Blanche ou dans tous les mouvements ou tout ce qu'ont pu entreprendre ces institutions ou ce réseau socio-sanitaire ? Disons, au début des années 2000, il y a tout un mouvement de soirées techno où des gens ont vu des travailleurs sociaux ont vu des prises de risques au niveau des soirées. Donc le réseau socio-sanitaire s'est dit peut-être qu'il faudrait créer quelque chose. Il y avait des mouvements associatifs sur le canton de Vaud qui avaient déjà créé une association qui s'appelait Preftech. Donc au niveau de Genève, ils se sont mis ensemble et ils ont décidé de créer l'Action Nuit Blanche pour pouvoir intervenir au plus près des usagers sur les endroits de fête et aussi dans les clubs et festivals. À l'époque, on intervenait aussi dans les fêtes de quartier, type Vogue, fête de la jeunesse ou des choses comme ça. Le réseau socio-sanitaire genevois a toujours été dans une optique de se rapprocher au plus des usagers. C'est ce qui a abouti à Action Nuit Blanche maintenant. Oui, toutes les actions de réduction des risques, qu'elles soient en milieu festif ou en milieu urbain, sont dans un but de se rapprocher au plus près des usagers de leurs pratiques. Et il y a eu, dernièrement, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, comme maintenant le drug checking dans votre groupe ? Oui, depuis le drug checking a été mis en place en 2019. C'est un projet qui avait déjà été demandé en 2005 ou 2007, mais qui n'avait pas abouti, qui a été remis en route en 2013. Et le temps qu'on ait toutes les autorisations, tout ça, ça a pu être effectif en 2019. Parce que le drug checking a pour but de rentrer en relation avec des personnes qui consomment de manière récréative, mais qui ne sont pas ou qui vont très peu dans le milieu festif. Donc c'est aussi un but d'être au plus près des usagers en pouvant les faire venir à notre bureau pour faire tester des produits. Et cela aboutit sur un entretien, une prise de connaissance et permet de d'engager un lien avec la personne. Parce que vous disiez, ce projet, on avait déjà essayé de le mettre en place plus tôt, mais ça avait été une demande de la part des consommateurs ou déjà du réseau ? C'était de la part
au début du réseau, voyant qu'il y avait de la consommation, autant tester les produits pour avoir des messages de réduction des risques qui soient effectifs au niveau des usagers. Quand on connaît la composition du produit, on peut donner un message plus efficace et plus pertinent aux usagers. Et dans cette optique d'être toujours plus proche des usagers, est-ce que vous formez aussi des bénévoles ou est-ce qu'il y a une certaine mise à profit des connaissances que peuvent avoir les consommateurs du coup dans cet accès à l'information? Oui, en fait, notre équipe est constituée de personnes provenant du milieu festif et qui sont formées à la réduction des risques. On leur apporte toute une formation au niveau des produits, au niveau de la posture, au niveau de la posture, du savoir-être et de comment intervenir. Ils ont des colloques où ils peuvent parler de leurs difficultés au niveau des stands, au niveau de rentrer en relation avec les usagers, les personnes du milieu festif. Parce que concrètement, une fois sur les lieux, comme vous accompagnez pas mal toutes les fêtes, tous les événements qui s'organisent dans le milieu festif, vous faites quoi? Vous vous informez, mais est-ce que vous avez d'autres actions aussi? Alors, on informait directement sur les lieux de fête parce que les lieux de fête, il n'y en a plus beaucoup à cause du Covid. On informait, on accueillait les gens, mais c'était un accueil bassaille où les gens venaient d'eux-mêmes voir au stand ce qui s'y passait. On avait aussi quelques actions de rue où on allait vers les groupes de personnes, soit dans les parcs, soit dans la rue, soit dans les raves. Mais généralement, c'est à la libre adhésion des personnes. On ne va pas aller directement vers une personne, à moins qu'elle soit en danger, qu'elle ne soit pas bien dans la rue. On ira vers elle, mais autrement, laisser les gens venir vers nous. Et c'est possible de proposer du drug checking pendant les fêtes ou c'est quand même compliqué à mettre en place? C'est possible de le faire, mais c'est compliqué en même temps à mettre en place parce que ça veut dire que s'il y a un drug checking qui se met en place dans une fête, ça veut dire qu'il y aura de la drogue. Et ça, c'est difficile aussi pour les gens qui tiennent les lieux, parce que ça peut être très identifié. Après, certains organisateurs ne se voilent pas les yeux et sont OK pour le faire, parce que ça, c'est aussi un acte de prévention et de réduction des risques. Comme ça, s'il y a du mauvais produit qui tombe dans une soirée, il sera identifié et on pourra mettre en place des systèmes d'alerte qui évitera peut-être des accidents et suraccidents dus à des consommations. Après, c'est toute une série d'autorisations à avoir, d'un travail avec les organisateurs, d'un travail aussi d'autorisation avec la ville pour pouvoir mettre en place. Alors, si j'ai bien compris, vous intervenez dans différents types de fêtes, mais est-ce que du coup, il y a différentes tranches d'âge auxquelles vous êtes confrontés ou c'est quand même principalement le milieu étudiant ou ça peut changer? Alors, on est sur les clubs genevois, on est surtout dans une tranche de 18, 25, 30 ans. Donc, je pense pas mal des gens du milieu étudiant, même s'ils nous parlent pas spécialement des études. Il y a des gens qui vont nous parler de leurs études, mais ils pas spécialement parler. Mais au niveau de l'âge, on rencontre, c'est des personnes qui étudient. Et dans nos statistiques, au niveau du drug checking et au niveau des personnes rencontrées sur les stands, on voit quand même que la plupart des gens qui viennent au stand ont quand même un niveau d'études supérieures ou sont en études supérieures. Parce que finalement, dans la communication que vous avez avec vos usagers, c'est très informatif, mais est-ce qu'il y a un côté bilan de la consommation ou c'est pas tellement votre rôle? Enfin, est-ce que le consommateur va de lui-même parler de ça ou c'est... Alors, au niveau du stand, on va laisser la personne parler de sa consommation. On a aussi des petites tactiques pour pouvoir enchaîner sur une conversation qui nous tend certaines perches.
Après, au niveau du drug checking et dans les stands, on peut aussi faire passer un entretien sur la consommation de la personne qui nous donne des indications sur une consommation depuis que la personne consomme. Ensuite, une consommation sur la dernière année, sur le dernier mois et sur la dernière fête. Donc ça permet aussi de rebondir, de réagir sur des consommations de la personne. Et on voit souvent que les personnes ont goûté un certain nombre de drogues dans leur vie. Mais en fait, on consomme au final pas très souvent de manière festive ou lors d'un événement. Est-ce que dans la communication, parler du type de consommation qu'a la personne qui vient vous voir est important dans votre manière de répondre au niveau de la réduction des risques ou ça n'impacte pas forcément? On va plutôt laisser la personne venir vers nous et nous poser les questions. Ouais. Au niveau de la réduction des risques, si on est trop intrusif avec les gens au départ, on va rater quelque chose. Il faut laisser si une personne vient au local juste pour nous consulter, des fois c'est juste pour venir voir, tester le lieu, voir qui travaille là. Il y a toute une mise en confiance de la personne. Et au fur et à mesure, soit qu'elle va venir juste pour consulter ou pour faire un drug checking, elle prend confiance. Et au niveau des entretiens, les personnes nous dévoilent plus de choses. Parce que ça doit être un sujet un peu délicat à aborder. Et puis, du point de vue du consommateur, ça ne doit pas être quelque chose de facile à traiter, étant donné le tabou, tout l'aspect illégal qui peut tourner autour de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un sujet qui était très difficile pour les usagers à entrer en matière. Donc la mise en confiance est quelque chose qu'il faut bien faire au début. Si les personnes se sentent en confiance, elles vont se dévoiler. Et avant, on peut aussi intervenir directement sur les réseaux sociaux, au niveau de messages privés, où il y a des plateformes type Discord, ou des choses comme ça, des personnes peuvent nous demander des rendez-vous ou appeler directement. Donc ça peut rester complètement anonyme. La personne n'est pas non plus obligée de venir pour un premier contact. Et donc les consommateurs qui viennent vous voir, c'est souvent donc dans un but plutôt informatif, disons. Mais est-ce que ça arrive que ce soit aussi dans un but de recherche de soutien, aussi de l'idée de trouver une alternative à cette consommation qui peut peut-être être trop intensive ou trop régulière? Généralement, ils nous consultent une première fois pour avoir des informations. S'il y a une relation de confiance qui s'introduit, la première chose, il faut vraiment que les personnes soient en confiance pour discuter de leur consommation et ensuite par le type d'entretien motivationnel. C'est à nous de détecter le bon moment ou donner les bonnes informations aux personnes pour qu'elles sentent l'envie d'elles-mêmes d'aller parler de leur consommation ou de prendre ou d'essayer d'avoir un traitement par rapport à leur consommation. Mais c'est la personne elle-même qui doit choisir d'aller vers une prise en charge. En aucun cas, c'est obliger une personne à aller vers une prise en charge. Ça peut bloquer. Ça peut bloquer au niveau des personnes, quoi. Donc tout est dans la confiance. Et si on prend le point de vue du consommateur, est-ce que vous jugez que l'accès à l'information est simple ou pas tant que ça? Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui arriveraient à vous connaître facilement, à savoir que c'est possible de faire tester ces drogues ou que c'est possible de discuter avec des personnes tierces? Et juste l'accès à l'information, est-ce que vous jugez qu'il est simple ou pas tant que ça? Disons qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet, c'est beaucoup plus facile maintenant de trouver des informations et de trouver des liens où on peut discuter de sa consommation. Il y a des forums, il y a des plateformes, il y a des numéros verts, des adresses mail où les gens peuvent poser des questions anonymement. Après, les personnes peuvent être mises en lien soit avec un dispositif de drug checking, un dispositif de réduction des risques en milieu festif ou des dispositifs de prise en charge addicto.
Parce qu'il peut y avoir aussi d'autres obstacles à l'accès à l'information. Par exemple, déjà être dans le déni, ne pas se considérer comme addict, ou aussi le fait que ce soit un sujet qui est encore un peu tabou. Vous en pensez quoi de l'évolution de cet aspect-là dans le temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui se libère petit à petit ? Est-ce que vous le sentez à travers les consommateurs qui viennent vous voir ? Ou ça reste quand même un sujet délicat ? Le sujet de la drogue reste toujours un sujet délicat. Tant qu'il n'y aura pas une libéralisation des politiques de drogue, ça restera toujours un sujet délicat. C'est difficile d'en parler avec ses parents, c'est difficile d'en parler à son travail, c'est difficile d'en parler un peu partout. Donc il faut que les gens puissent être rassurés par rapport aux messages ou aux questions qu'ils vont poser aux personnes. Et c'est aussi de cette manière, en étant plus près des usagers, qu'on va créer le lien. Après, les années avançant, c'est beaucoup plus facile. Le sujet de la drogue, on en parle plus facilement. Il y a 15 ans, c'était hyper difficile de parler consommation. Maintenant, je pense que les gens en parlent beaucoup plus facilement, en tout cas entre amis. Après, il y a peut-être aussi certains milieux sociaux où c'est plus facile d'en parler que d'autres. Et maintenant, avec les Internet et tout ça, c'est plus facile pour un jeune d'aller chercher des informations. Avant, ils étaient obligés d'aller frontalement vers une personne. Maintenant, les réseaux rendent aussi anonymes les gens. Ils peuvent s'anonymiser, en fait. Ouais. Donc, ils peuvent aller demander l'information sans dévoiler leur identité. Puis rien que la mise en place d'Action Nuit Blanche, c'est aussi une preuve peut-être qu'il y a une certaine volonté de libéralisation de la parole ou... Oui, des actions de réduction des risques en milieu festif. Et pas qu'au niveau des consommateurs, je veux dire, au niveau aussi des personnes qui cadrent la consommation, qui traitent. Oui, en fait, on doit être... Nous, en tant qu'intervenants au niveau de l'Action Nuit Blanche, on doit être dans le non-jugement et dans l'accueil inconditionnel des personnes. Et pour rebondir sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de la législation suisse par rapport à la première étape qui est la prévention, sachant que vous êtes la deuxième étape qui est la réduction des risques, mais on en est où concrètement ? Donc le système des 4 piliers suisses est fait pour aller vers l'usager. La politique des 4 piliers inclut un pilier répression, un pilier prévention, un pilier réduction des risques, un pilier thérapie. Donc voilà, c'est une politique orientée vers l'usager et qui prend en considération l'ensemble de la personne et qui considère plutôt la personne en tant qu'humain plutôt que malade. Elle a été votée en 2008, la politique des 4 piliers. C'est fédéral, c'est une politique fédérale. Okay. C'est une politique ça a commencé à être mis en place dans les années 90 et quelques au niveau de Zurich avec après les scènes ouvertes de drogue. Il fallait trouver une solution, donc c'est de là qu'est venue l'héroïne, à la prescription d'héroïne, les locaux d'injection, les locaux bas seuil pour l'accueil des gens et après les aspects réduction des risques en milieu festif. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de votre participation et de votre expertise. En attendant, vous pouvez retrouver Action Nuit Blanche sur divers réseaux sociaux, tels qu'Instagram et Discord, pour poser toutes vos questions. Merci pour l'interview. Parallèlement à cette interview, nous allons mettre en place un stand virtuel où les personnes pourront venir discuter de leur consommation ou simplement parler de la consommation en tant qu'étudiant. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par Justine et Rebecca en collaboration avec Fréquence Banane, que nous remercions chaleureusement pour leur aide. Merci de votre écoute.